Sous un amas de pierres épaisses, recouverts par des années de terre, d'herbe et de mousse, se cachait une entrée oubliée. Pendant des décennies, nul ne soupçonnait son existence. Mais lorsque les archéologues ont enfin déplacé les lourdes roches, ils ont découvert un passage menant à un tunnel parfaitement préservé. Ce tunnel, d'après les cartes militaires retrouvées, correspondait exactement à un ancien plan datant de la Seconde Guerre mondiale. En pénétrant à l'intérieur, une odeur de rouille et d'humidité s'est immédiatement répandue. Les murs, tapissés de béton fissuré, résonnaient du bruit des pas. Des rails, couverts de poussière et de corrosion, indiquaient qu'autrefois des wagonnets transportaient ici du matériel. On y a retrouvé des pelles, des forêts, des pioches, abandonnés dans le même état qu'ils avaient été laissés il y a plus de 80 ans. Tout portait à croire que île S agissait un dépôt logistique construit par elle, armée allemande, probablement utilisée pour stocker des munitions ou du matériel stratégique. La guerre sous terre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nations se sont affrontées non seulement sur terre, sur mer et dans les airs, mais aussi sous terre. Hitler, convaincu qu'une partie du destin de son empire se jouerait dans les profondeurs du sol, ordonna la construction de milliers de bunkers et de tunnels à travers l'Europe. Ces structures, parfois simples abris de fortune, parfois véritables forteresses de béton armé, avaient un double objectif: protéger les troupes allemandes des bombardements alliés et servir de base pour de futures offensives. Les bunkers étaient d'une importance stratégique capitale. Les uns servaient de postes d'observation, d'autres de centres de commandement, et beaucoup abritaient des soldats ou des dépôts d'armes. Conçus pour résister aux attaques aériennes et aux obus d'artillerie, ils offraient un refuge quasi impénétrable à ceux qui s'y réfugiaient. Mais l'Allemagne ne fut pas la seule à creuser le sol. Très vite, les Alliés, notamment le Royaume-Uni, la France libre, l'Union soviétique et même le Canada, commencèrent eux aussi à développer des réseaux souterrains. Ces infrastructures de guerre représentaient des prouesses d'ingénierie aussi impressionnantes que terrifiantes. L'Atlantic Wall, le mur de l'Atlantique. Parmi toutes ces constructions, la plus gigantesque fut sans doute l'Atlantic Wall, le mur de l'Atlantique. Entre 1940 et 1944, l'Allemagne nazie érigea un système de défense côtier long de près de 3800 km, s'étendant de la Norvège jusqu'aux plages du sud de la France. L'objectif ? Empêcher un débarquement allié sur le continent européen. Ce réseau colossal comprenait des milliers de bunkers, de batteries d'artillerie, de tunnels et de dépôts de munitions. Dans le nord de la France, notamment en Normandie, Hitler fit construire de puissantes fortifications équipées de canons capables de tirer à plusieurs kilomètres. Ces positions, comme la batterie de Longues-sur-Mer, sont encore visibles aujourd'hui, témoins silencieux de la puissance militaire du Troisième Reich. En Norvège, des forteresses côtières protégeaient les routes navales de la mer du Nord. Dans les Pays-Bas, des centaines de bunkers, surnommés Seefrontstellungen, formaient une ligne de défense continue. L'ensemble du projet fut dirigé par l'ingénieur allemand Fritz Todt, à la tête de l'organisation Todt, une entreprise d'État qui employait plus de 260 000 ouvriers, pour la plupart des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés. En seulement 4 ans, cette armée d'esclaves du béton transforma les côtes d'Europe en un rempart presque infranchissable. Et pourtant, malgré son gigantisme, le mur de l'Atlantique allait se révéler impuissant face à la détermination des Alliés. Le raid de Dieppe, un choc brutal. En août 1942, les Canadiens, alliés du Royaume-Uni, lancèrent un assaut sur la ville française de Dieppe, dans le but de tester la solidité du mur de l'Atlantique. Cette opération, baptisée le raid de Dieppe, devait être une mission d'exploration rapide. Mais ce fut un désastre. Les bunkers allemands, construits en béton armé, résistèrent sans peine aux bombardements. Les troupes canadiennes, exposées sur les plages, furent prises dans un feu croisé dévastateur. En quelques heures, près de 3600 soldats furent tués, blessés ou capturés. Cet échec cuisant marqua un tournant. Il révéla aux Alliés que le mur de l'OA Atlantique ne pouvait être vaincu sans une planification méticuleuse. C'est à partir de cette expérience que naquit la stratégie du débarquement de Normandie. L'économie du béton et du sang. La construction de ces bunkers coûta des sommes colossales. On estime qu'en valeur actuelle, Allemagne et ses adversaires dépensèrent entre 500 milliards et 1000 milliards de dollars pour ériger leurs fortifications souterraines.
Ce projet démesuré provoqua une pénurie mondiale de ciment, d'acier et même de main-d'œuvre. Chaque bunker était un exploit technique. Certains descendaient à plus de 30 mètres de profondeur. D'autres étaient équipés de systèmes de ventilation sophistiqués, de salles de commandement, de dortoirs, de cuisines, voire d'hôpitaux. Mais pour les ouvriers qui les construisaient, ces lieux étaient des tombeaux. L'air y était saturé de poussière et de gaz, les effondrements fréquents, et beaucoup moururent asphyxiés dans les tunnels. Les Alliés répliquent « Le quartier général de Churchill ». Pendant ce temps, à Londres, le Premier ministre britannique Winston Churchill supervisait la guerre depuis un autre monde souterrain, les cabinets War Rooms. Cet ensemble de pièces secrètes, situées sous le trésor britannique, servait de centre nerveux à la stratégie alliée. Protégé des bombardements nazis, Churchill y passait des nuits entières à coordonner les opérations. Ces salles, transformées aujourd'hui en musées, rappellent la tension et le courage des hommes qui y ont planifié la libération de l'Europe. La ligne Maginot, une confiance trahie. De son côté, la France, traumatisée par la Première Guerre mondiale, avait construit bien avant 1939 une ligne de défense monumentale, la ligne Maginot. S'étendant de la Suisse jusqu'au Luxembourg, elle était composée de centaines de forteresses souterraines, équipées de canons, de casernes et de systèmes électriques avancés. Mais cette muraille, conçue pour arrêter une invasion venant d'Allemagne, ne fut jamais utilisée comme prévu. En 1940, les troupes allemandes contournèrent la ligne en passant par la Belgique, rendant le système obsolète. Pourtant, les bunkers de la Maginot restent aujourd'hui un témoignage impressionnant du génie militaire français. Les bunkers du Pacifique, le Japon souterrain. À des milliers de kilomètres de là, le Japon suivait la même logique. Sur l'île d'Iwo Jima, les ingénieurs japonais creusèrent des réseaux de tunnels sur des dizaines de kilomètres. Ces galeries abritaient des canons dissimulés, des entrepôts de munitions et même des logements pour les soldats. Lors de la bataille d'Iwo Jima, en 1945, ces bunkers permirent aux Japonais de résister plus d'1 mois face à la puissance de feu américaine. Les tunnels d'Okinawa, encore plus complexes, servirent au même objectif: retarder l'attaque inévitable et infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Les bunkers d'Hitler, les forteresses du Führer. Parmi tous les bunkers construits pendant la guerre, certains étaient réservés au plus haut commandement nazi. L'un des plus célèbres était le Kelstein House, connu sous le nom de Nid d'Aigle, perché sur les hauteurs d'Obersalzberg. Ce lieu servait de résidence et de salle de réunion secrète à Adolf Hitler. Construit en granit massif et renforcé de béton, il pouvait résister à un bombardement aérien direct. Mais le plus mythique de tous reste le Führerbunker, situé à Berlin. Ce complexe souterrain, situé sous la chancellerie du Reich, servit de dernier refuge à Hitler et à ses proches. C'est ici, le 30 avril 1945, que le dictateur mit fin à ses jours, scellant ainsi le destin du Troisième Reich. Aujourd'hui, plus rien n'en subsiste en surface, mais sous les rues de Berlin, les traces de ce bunker hantent encore l'histoire. Un autre site, le Wolfschanz, la tanière du loup, situé dans une forêt de Prusse orientale, fut le quartier général d'Hitler pendant plus de 800 jours. Ce complexe immense, composé de 80 bâtiments et de bunkers aux murs épais de 7 mètres, était presque invisible depuis le ciel. Les toits étaient recouverts de terre et d'arbres pour se fondre dans le paysage. C'est là que le Führer échappa de peu à un attentat le 20 juillet 1944, orchestré par le colonel Klaus von Stauffenberg. La fin d'un monde enfoui. Lorsque la guerre prit fin en 1945, des milliers de ces bunkers furent abandonnés, enterrés ou détruits. Certains furent dynamités par les Alliés pour éviter qu'ils ne soient réutilisés. D'autres furent simplement oubliés, engloutis par la nature. On raconte que des documents secrets, répertoriant l'emplacement exact de plusieurs bunkers nazis, furent détruits ou dissimulés à la fin de la guerre. Sans ces archives, il est toujours impossible de savoir combien de forteresses dorment encore sous la terre des Europes. Certains sites, comme l'Atlantic Wall en Normandie, ont été transformés en musées ou en monuments historiques. Mais d'autres, cachés au fond des forêts ou sous les champs, restent encore inexplorés. Héritage et mystère. Plus de 80 ans ont passé et pourtant, chaque année, de nouvelles découvertes rappellent la démesure de cette guerre. Ces tunnels, ces bunkers,
Ces forteresses silencieuses racontent une autre histoire du conflit, celle des hommes qui ont creusé, vécu et parfois péri dans l'ombre. Les bunkers de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas seulement des vestiges d'architecture militaire. Ils représentent la peur, la stratégie et le désespoir d'une époque où chaque mètre de terre pouvait décider du sort du monde. Et sous nos pieds, quelque part, dorment encore les témoins muets de cette époque. Les tunnels d'acier et de béton, les couloirs sombres où le temps semble s'être arrêté. Les derniers échos d'une guerre menée jusque dans les entrailles de la terre